Donc bonjour à tous, et puis forcément merci à tous d'être présents. Merci à nouveau à toute l'équipe organisatrice de m'avoir convié à faire cette présentation aujourd'hui devant vous. Donc présentation, je vais vous parler intégration de l'animal en secteur scolaire et quels apports ça peut avoir quand on fait une pratique de médiation animale. Donc pour commencer, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que désormais, la scolarisation des élèves avec un trouble du neurodéveloppement, elle figure parmi les priorités sur le plan national. On va la retrouver à la fois au sein de la stratégie nationale pour les TND, mais aussi dans les dernières directives qu'on va avoir au niveau du ministère de l'Éducation. Ce qu'on va observer dans cette mission de viser à améliorer la scolarisation des élèves avec TND, c'est mise en place de différents types de dispositifs qui sont présents, donc parmi lesquels les UEA, les UMA, les ULIS, les SECPA, les CEREA, les DAR, et il existe encore d'autres formes de dispositifs qui sont disponibles. Aujourd'hui, je vais juste vous proposer de nous pencher sur le cas particulier des ULIS. Les ULIS, ce sont donc des unités localisées pour l'inclusion scolaire. L'objectif de ce type de dispositif, c'est de permettre à votre élève qui a un handicap de suivre une scolarité normale, et ça en bénéficiant d'un accompagnement adapté à ses besoins. Donc si vous regardez, par exemple, le planning hebdomadaire d'un élève qui est scolarisé en ULIS, qui est bénéficiaire d'un dispositif ULIS, ce que vous allez avoir, c'est un élève qui a un planning tout à fait régulier en classe ordinaire, qu'on va appeler une classe de référence. Et donc, il va avoir ses cours en français, en maths, en anglais, etc. Et dans son planning hebdomadaire, dans son emploi du temps, il va avoir des heures qui vont être dédiées à son dispositif ULIS. Donc, pendant ces heures-là, il va se rendre dans une salle spécifique où il va recevoir des heures qui vont être prodiguées par un enseignant spécialisé qui est son coordonnateur ULIS. Son coordonnateur, ce qu'il va faire, c'est lui donner des enseignements à son rythme, et il va viser à l'aider et à l'outiller dans des apprentissages et dans des matières où il va être en difficulté. Bien entendu, l'autre but des dispositifs ULIS, c'est favoriser l'inclusion de votre élève au niveau scolaire. Parallèlement à ces démarches et à cette mise en place de dispositifs, ce qu'on voit au cours des dernières décennies, c'est une augmentation du recours à l'intégration de l'animal dans le milieu scolaire, et notamment au travers de médiation animale. On va aussi voir qu'on a de plus en plus d'études qui se penchent sur les apports que ça peut avoir. Donc, qu'est-ce que c'est que la médiation animale? C'est une technique d'intervention qui peut se faire en individuel ou en groupe, et vous allez à minima avoir une triangulation, c'est-à-dire que vous allez avoir un intervenant spécialisé qui va intégrer un animal et faire des activités avec lui auprès d'un bénéficiaire ou de plusieurs bénéficiaires. Ici, ce que vous allez avoir, c'est donc un animal qui va quand même devoir répondre à des critères spécifiques. Et l'objectif des activités que vous allez faire, ça va être d'intervenir pour améliorer le fonctionnement de la personne auprès de laquelle vous intervenez. Vous pouvez intervenir sur différents pans. Vous pouvez viser à améliorer des éléments cognitifs, des éléments physiques, des éléments émotionnels ou encore des éléments sociaux. Un bon exemple de ce que ça peut donner au niveau du milieu scolaire, c'est ce qu'on appelle les programmes de lecture au chien. Ça peut sembler saugrenu, mais l'idée ici, c'est de mettre votre élève qui est en difficulté de lecture dans une situation où il doit faire de la lecture non pas en s'adressant à un humain, mais en s'adressant à un chien de médiation. Et ce qui est observé et qui est démontré solidement au niveau de la littérature scientifique, c'est que vous allez voir qu'au travers de la participation à ce type de programme, vous avez des élèves qui vont s'améliorer en capacité de lecture. Donc on va avoir une amélioration de la fluidité, de la vitesse de lecture, une réduction des erreurs, une amélioration de la compréhension du contenu qui est lu, et on va aussi voir parallèlement à ça des élèves qui ont de plus en plus de bien-être quand ils lisent et qui vont avoir de meilleurs affects vis-à-vis de la lecture et faire de plus en plus de lecture en autonomie, donc en dehors du programme. Donc forcément, ça nous amène à nous demander, ok, mais qu'est-ce que ça peut donner pour nos élèves qui présentent un trouble du neurodéveloppement? Ici, la question est quand même assez pertinente parce qu'on sait que nos élèves avec TND vont avoir une scolarité qui va être fortement impactée. Donc, on a envie de trouver des dispositifs qui permettent de les aider au mieux. Et donc, si on prend la littérature scientifique, tout type de TND confondu,
Ce qui est démontré, c'est qu'on va avoir des élèves, s'ils font de la médiation animale en milieu scolaire, qui vont avoir réduction du stress, réduction de leur anxiété, une amélioration de leur motivation. On va voir qu'ils ont une meilleure humeur, manifestent de meilleures compétences sociales, vont avoir moins de comportements négatifs dans leurs interactions envers les autres élèves. Et en termes de comportement en classe, on voit qu'ils sont moins distraits, moins perturbateurs, plus engagés, plus motivés, plus participants. Et certaines études vont même jusqu'à démontrer des apports sur le plan cognitif. Si on se penche sur un cas spécifique, qui est celui des élèves avec TDAH, l'a priori qu'on pourrait tous avoir, c'est de se dire que mettre un chien dans une salle de classe auprès d'élèves avec TDAH, ça pourrait, entre guillemets, foutre le foin et créer plus de perturbations et de complications pour un élève qui a déjà en fait des difficultés à être attentif. Et la littérature scientifique nous démontre tout le contraire. Ce qu'on observe, c'est des élèves qui vont réduire en stress, réduire en hyperactivité, avoir plus de comportements sociaux, moins de comportements agressifs, être moins perturbateurs, plus attentifs, et certains chercheurs vont même jusqu'à parler d'un meilleur état d'éveil cognitif au cours de la classe. Donc d'un point de vue théorique, il y a quelques chercheurs qui nous donnent des pistes explicatives sur pourquoi est-ce qu'on pourrait voir tous ces effets. Ce qui nous a annoncé, c'est que ici, la présence de l'animal pourrait augmenter la motivation de l'élève et aussi contribuer à une réduction de son stress et de son anxiété. Votre élève étant plus motivé et moins stressé, ça pourrait tout simplement améliorer son bien-être. Et comme il est en meilleur état de bien-être, eh bien, ça va réduire l'émission des comportements perturbateurs et aller vers plus d'engagement au cours de la classe. Autre effet que ça pourrait avoir, cette augmentation de la motivation, cette réduction du stress, c'est tout simplement des apports sur le plan cognitif et forcément contribuer à des meilleurs apprentissages. Toutefois, partant de toute cette littérature scientifique-là, on s'est retrouvé dans une situation où on voit qu'il y a pas mal de limites, pas mal de lacunes dans ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Tout d'abord, on n'a jamais testé si le degré d'implication de l'animal dans ce qui est opéré est important. Est-ce qu'il suffit de mettre un chien dans la pièce et, entre guillemets, boum, ça fait des chocs à pic, vous voyez que ça marche et que ça a des bienfaits, ou est-ce qu'il va falloir faire un vrai travail avec cet animal? L'autre question qui était non résolue, c'est est-ce que ces apports fonctionnent aussi en dehors de la classe? C'est-à-dire, est-ce que quand l'animal n'est pas là, est-ce qu'on continue d'avoir des bienfaits? Le dernier élément qui semblait être un peu plus problématique, c'est que les recherches étaient très déconnectées de la réalité de terrain et on n'avait jusque-là aucune preuve d'apport sur des apprentissages qui font partie du plan académique et des exigences en termes d'apprentissage sur les élèves. Donc on a voulu monter un projet de recherche venant voir les apports de la médiation animale au sein d'un dispositif Ulysse et qui viennent répondre à ces différentes interrogations. Donc tout d'abord, pour déterminer si le degré d'implication de l'animal de médiation est important, eh bien, on a fait varier le degré d'implication d'un chien de médiation au cours d'une séance en dispositif Ulysse. Ce qu'on a aussi fait, c'est pour déterminer si des effets sont observables sur le plan académique, eh bien, on a travaillé sur des apprentissages de grammaire qui font partie du programme Voltaire, enfin du projet Voltaire, pardon, et on est venu retester nos élèves sur des exercices de grammaire. Pour venir déterminer si ces apports s'étendent en dehors du dispositif Ulysse, tout simple, on a fait des mesures pendant le dispositif Ulysse et dans l'heure de cours en classe de référence qui suit l'heure en dispositif Ulysse. Ce projet-là, je tiens à le préciser, on l'a mené en recherche-action participative, donc en collaboration directe avec 2 enseignants qui ont participé de la conception de la recherche jusqu'aux étapes d'aujourd'hui. Donc, qui sont Pierre Denison, qui est coordonnateur dispositif Ulysse et intervenant en médiation animale, et Ingrid Mwansa, qui est enseignante en anglais et intervenante en médiation animale elle aussi. Et tous les 2 travaillent au collège Jules Vallès, donc qui est basé, lui, à Saint-Étienne. Donc à quoi ressemblait cette recherche? Donc ici, on a recruté un groupe de 15 élèves qui étaient tous scolarisés au collège Jules Vallès et qui étaient accompagnés au sein du dispositif Ulysse. Ces élèves-là étaient de niveau qui allait de la 6e jusqu'à la 3e et ils pouvaient présenter différents types de TND, donc on pouvait avoir du TDAH, du TSA, du TDI, etc. Nos élèves, on les a répartis en 3 groupes de 5 qui allaient suivre 3 séances en dispositifs différentes. Pendant ces séances-là, les séances étaient toujours réalisées par Pierre et Ingrid et quand il y avait médiation animale, elles étaient faites avec Rico, le petit Jack Russell, qui fait de la médiation canine depuis 2021 dans ce collège.
Nos groupes, à chacune des séances, ils allaient avoir des apprentissages sur des éléments de grammaire spécifiques. Séance 1, phrase simple, phrase complexe. Séance 2, proposition coordonnée juxtaposée. Séance 3, subordonnée relative et conjonctive. Tout ce qu'on faisait varier entre nos trois groupes, c'est qu'on contrebalançait le degré d'implication du chien. Rico pouvait être absent, ou alors Rico pouvait être en simple présence, donc qu'on va appeler présence passive. Il est là, il est dans la pièce. Les élèves peuvent interagir avec lui s'ils le souhaitent, mais on ne l'implique pas dans les apprentissages. Troisième cas de figure, Rico est en présence active, et donc là, on va l'impliquer directement dans l'apprentissage, et les activités qu'on réalise vont impliquer Rico dans de la manipulation de matériel, lui faire passer des obstacles qui font travailler les exercices de grammaire. Une fois qu'on a fait ça, maintenant à quoi ça ressemble au niveau de la procédure? Ce qu'on avait, c'est donc des élèves qu'on allait suivre pendant leur heure en dispositif Ulysse, puis dans l'heure de cours en classe de référence qui suit dans leur planning habituel, et ensuite à la fin de cette heure de cours en classe de référence, on leur demande de revenir quelques minutes en dispositif Ulysse pour faire des dernières mesures. Donc ce qu'on faisait, c'est des échelles de bien-être au niveau de nos élèves. Donc on avait une échelle d'état affectif, qui est la mannequin. On faisait une échelle de stress qui était plutôt une échelle maison que les élèves utilisent de manière régulière dans le dispositif Ulysse. On avait une échelle d'estime de soi qui est la Rosenberg. Et enfin, on demandait à nos élèves de faire un petit test de barrage. L'intégralité de la séance était systématiquement filmée avec des caméras qui sont disposées aux quatre coins de la pièce. Et ça, en vue de pouvoir par la suite faire un codage comportemental en méthode éthologique pour répertorier un petit peu tous les comportements émis par les élèves pendant cette séance-là. Concernant ce qu'on faisait en termes de mesures en cours de classe de référence, ici on faisait les mêmes échelles de bien-être, puis on demandait aussi à l'élève de nous faire un petit questionnaire d'appréciation du cours qu'il venait de recevoir. Et enfin, on demandait donc au professeur qui réalisait le cours de compléter la conneuse pour avoir une mesure des comportements perturbateurs émis par l'élève. Et on demandait à l'AESH, qui accompagnait l'élève pendant ce cours en classe de référence, de compléter une échelle référant les comportements, les engagements, la participation et la motivation de l'élève. Une fois tout ça complété, l'élève revenait en dispositif Ulysse et on lui faisait faire des exercices de grammaire qui portaient spécifiquement sur le concept de grammaire travaillé un peu plus d'1 heure plus tôt dans le dispositif Ulysse. Donc aujourd'hui, je ne vous présenterai pas les résultats côté comportement, d'une à des fins de concision, deux parce qu'il faut encore que je travaille pour finaliser les analyses statistiques. Mais prochainement, on les aura. Donc si on se penche sur les résultats, sur ce qui se passe pendant la séance en dispositif Ulysse, ce qui ressort de manière assez nette en termes de variation, c'est que nos élèves ont une meilleure estime de soi lorsque le chien est présent. Et ça, que ce soit passif ou actif. Si le chien est là, ils ont une meilleure estime de soi que s'il n'est pas là. Si on va ensuite sur les résultats concernant le cours en classe de référence, ce qu'on observe en termes de bien-être, c'est notamment une modulation au niveau de la dimension de contrôle de leur état affectif. Donc, est-ce que je suis en contrôle de mes émotions? Ici, ce qu'on voit, c'est de manière un peu surprenante que quand ils ont eu une séance avec chien actif, que nos élèves rapportent un score de contrôle qui serait moins élevé. Toutefois, quand on a enquêté par la suite auprès d'eux sur ce qu'ils entendaient derrière chaque score de contrôle qu'ils pouvaient attribuer, c'est que quand ils allaient vers un score qui était plutôt médian, c'est un niveau où ils ont beaucoup d'émotions et ils doivent les contrôler. Par contre, quand ils ont beaucoup de contrôle, en fait, c'est qu'il n'y a pas trop d'émotions et donc on est complètement en contrôle. Donc en fait, on a l'air d'avoir un état dans notre situation active par rapport à passif où nos élèves ont des émotions qu'ils sont capables de contrôler. Si on va maintenant sur qu'est-ce qui se passe en termes de variation dans l'état de nos élèves entre quand ils sont en cours au dispositif Ulysse et en cours en classe de référence. Ici, ce qu'on a pu observer, c'est notamment qu'au niveau de nos échelles d'état affectif, on avait une variation qui était significative uniquement pour la dimension calme-excité. Notamment, nos élèves allaient augmenter significativement en score de calme entre Dispo Ulysse et classe de référence quand ils ont eu une séance avec chien passif ou chien absent. Mais ce n'était pas le cas quand le chien était présent de manière active. Et si on y regarde de plus près, en fait, ce qu'on voit, c'est que nos élèves donnent des réponses quand ils ont la séance
avec chien actif qui reste autour du score médian. Et donc les élèves ici nous ont référé en fait que c'est un état d'éveil qu'ils parviennent à maîtriser. Et donc où on est calme, mais on n'est pas apathique. C'est ce qu'ils nous ont décrit notamment quand on leur a demandé ce que ça voulait dire un gros score de calme. En fait, pour eux, calme très élevé, ça veut dire apathique, sans énergie. Donc voilà, on aurait des élèves qui sembleraient mieux maintenir un état d'éveil calme, en tout cas. Si on va maintenant sur la question des comportements perturbateurs, à nouveau, on peut se dire que nos élèves vont peut-être être plus perturbateurs s'ils ont eu une séance avec chien actif, parce que ça pourrait en fait avoir contribué au fait qu'on a été mobilisé, on s'est bougé, on a fait pas mal de choses avec un chien. Ici, quand on regarde nos résultats, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne voit aucune variation selon le degré d'implication du chien pendant la séance. Donc, l'intégration de la médiation animale n'a pas de conséquences négatives sur le comportement de nos élèves en classe de référence. Si on va sur les résultats rapportés par nos AESH, elles nous ont rapporté des variations notamment sur le côté bruyant mutique et perturbateur calme. Tout d'abord, pour le côté bruyant mutique, ce qu'on voit, c'est que nos élèves seraient moins mutiques s'ils ont participé à une séance avec chien actif plutôt que s'ils ont eu une séance sans chien ou chien passif. Donc, bonne nouvelle, nos élèves seraient donc plus vocalisateurs quand ils ont eu une séance avec chien actif. Et la bonne nouvelle en plus, c'est que les AESH, quand on les a réinterrogés justement sur les scores qu'elles attribuaient, elles nous ont indiqué que les vocalisations d'élèves se maintenaient dans la dyade élève-AESH et donc n'allaient pas engendrer de perturbations sur le reste du groupe classe. Si on va maintenant sur la dimension perturbateur calme, ici on voit que nos élèves ont à nouveau un score de calme qui est moins élevé s'ils ont eu une séance avec chien actif plutôt qu'une séance sans chien. Et donc, même chose, on a un peu redépilé avec nos AESH qu'elles entendaient derrière leur score. Et là, elles nous ont référé que, en fait, quand elles avaient un score médian, ce serait un état qui serait ni de l'excitation, ni de la perturbation, ni un moment où ils sont trop calmes. Par contre, si elles augmentaient en score de calme, comme elles l'ont fait en fait en absent et passif, c'était un élève qui était plutôt apathique. Donc, à nouveau, il semblerait que si l'élève participe à une séance avec chien actif, eh bien, ça favoriserait un maintien d'un meilleur état d'éveil calme et maîtrisé. Et pour finir, le score qui nous intéresse tous, qui est le dernier, qui est donc sur l'intégration des apprentissages reçus, ce qu'on a pu observer, c'est que nos élèves vont avoir des meilleurs scores à leurs exercices de grammaire s'ils ont eu une séance avec chien actif, plutôt que s'ils ont eu une séance sans chien. Donc on peut en conclure que l'intégration de la médiation canine pourrait avoir un impact positif sur l'intégration des apprentissages lorsqu'il y a implication active de l'animal. Donc si on reprend un peu l'image globale de tous ces résultats que je viens de vous donner, tout d'abord on constate que nos élèves ont une meilleure estime d'eux s'ils ont eu une séance avec un chien en dispositif Ulysse. Ensuite, à notre question qui était de savoir si les apports s'étendent en dehors de la séance en dispositif Ulysse, la réponse est oui. Il semble que nos élèves maintiennent un meilleur état d'éveil calme et maîtrisé si le chien est impliqué activement, plutôt que s'il est absent. Et on voit qu'il n'y a pas de conséquences négatives en termes de comportement de nos élèves, notamment en termes de comportement perturbateur. À la question est-ce que ces bénéfices se retrouvent sur le plan académique, la réponse est oui, puisque si il y a intégration active de l'animal en séance, on voit qu'il y a une meilleure intégration des apprentissages. Enfin, à la question qui était de savoir est-ce que le degré d'implication de l'animal est important, à nouveau la réponse est oui, puisqu'on voit que les apports qu'on observe sont présents quand il y a implication active. Donc bien entendu, cette recherche a des prochaines étapes. Tout d'abord, il faut que je termine mon travail d'analyse statistique sur les données comportementales, puisqu'on a quand même une banque de comportement sur chacun des 15 élèves à chacune des 3 séances, sur une batterie de 45 variables comportementales, qui vont nous permettre de déterminer en conséquence est-ce que le comportement de nos élèves varie selon le type de séance qu'ils ont reçu, et ensuite, bien entendu, est-ce qu'on peut mettre ça en lien avec ce qu'on observe ensuite en termes de qualité d'apprentissage. Après, l'objectif ensuite, si j'arrive à trouver les partenaires pour ça,
ça va être d'essayer d'étendre cette recherche-là à d'autres établissements et à d'autres contextes. Parce que la question qui reste, c'est de savoir, ok, peut-être que Pierre et Ingrid font un formidable travail au sein du Collège Jules Vallès, mais est-ce que ça s'étend ailleurs? Et donc, dans ce cas-là, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est généralisable? Donc ici, on est d'accord qu'on a travaillé dispositif Ulysse, cours de grammaire, médiation canine. Donc l'objectif, ce serait de voir, est-ce qu'on peut étendre ça à d'autres apprentissages? Est-ce que ça marche pour les sciences nat? Est-ce que ça marche pour les maths? Est-ce que ça marche pour l'anglais? Est-ce qu'on peut aussi voir ce même phénomène dans d'autres contextes scolaires, donc avec les UEA, les SECPA, les EREA? Et enfin, est-ce qu'on peut voir ça avec d'autres espèces? À titre indicatif, donc là, on a travaillé avec Pierre Ingrid, avec RICO, mais Pierre Ingrid travaille aussi en médiation équine, donc avec des chevaux, avec leurs élèves, et les font travailler plein de concepts. Et depuis peu, ils le font aussi avec un chameau. Et c'est extraordinaire ce qu'on peut observer en termes de travail avec un chameau. J'ai déjà vu un cours sur la ponctuation avec un chameau. Ça vaut le détour. Avant de passer aux remerciements, je fais juste une petite incartade. L'année dernière, j'avais présenté sur ce qui se passe en termes d'apport des chiens d'assistance sur enfants autistes et leurs familles. Depuis peu, en fait, on a sorti un livre vulgarisé et illustré avec Pierre Anat, donc, qui est une illustratrice autiste, avec pour but qu'on puisse étendre les résultats auprès des personnes concernées. Donc, on a produit des fascicules vulgarisés qui sont en version Mira, version handi-chien, qui sont disponibles. J'en ai des exemplaires, j'en ai distribué hier soir. Je souhaiterais en distribuer aujourd'hui aussi parce que ça allège ma valise. Mais voilà, vous êtes bienvenus à en prendre. Autre point que je souhaite faire, si vous êtes intéressé par les questions interaction humain-animal, médiation animale, apport dans l'autisme, on a une conférence grand public qui va être organisée à Reims le 25 mars 2026 au Stade. On va aussi avoir le lendemain une demi-journée de colloque scientifique sur les mêmes thématiques avec différents invités externes ainsi que la Fondation Mira et l'association Handi-Chien. Ces deux événements sont à 100% gratuits et accessibles sur simple inscription. Je vais avoir des cartes de visite. Vous avez juste à m'envoyer un mail et vous êtes inscrit gratuitement aux événements si vous avez envie de faire le déplacement jusqu'à Reims et prendre une petite coupette. Voilà, je vais juste vous remercier de votre attention, remercier aussi le Collège Jules Vallès, l'Académie de Lyon, qui ont été des partenaires très importants dans ce projet, Ambre et Lou, les deux stagiaires qui ont fait un travail formidable dans cette recherche, tous les élèves, Rico forcément. Et si vous voulez aller découvrir un peu plus le travail de Pierre et Ingrid, je vous invite à aller sur le site de leur association de médiation animale où ils diffusent fréquemment sur les réseaux sociaux. Merci à vous.